Donc ce soir, c'est une première, puisque nous allons essayer une formule un petit peu différente. Jusqu'à présent, nous avons des causeries. C'est moins ambitieux que des conférences, et c'est plus convivial. Mais cette fois-ci, donc, nous allons essayer pour la première fois d'aborder un débat. Alors, donc on verra que, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer d'aborder un débat. Alors quelques informations pour les prochaines mercredis du Graal. Donc le mois prochain, notre intervenant sera l'abbé Loiseau, qui nous parlera de l'islam, un défi pour l'identité chrétienne. En décembre, donc c'est toujours le dernier mercredi du mois. Je dis toujours c'est faux parce qu'en décembre et en juillet c'est pas vrai, suite au congé. Donc en décembre, ça ne sera pas le dernier mercredi, enfin, je vous donnerai la date, et là, ce sera sur les traditions provençales de Noël. Ce sera Bernard Terlet, qui est à l'Académie d'Aix-en-Provence, qui a travaillé pratiquement toute sa vie pour le musée Granet. Voilà, donc ça c'est pour décembre. En janvier, nous aurons l'abbé Christophe Beaublas qui nous parlera de la décroissance, toujours dans le cadre de Laudato Si, de l'encyclique Laudato Si. Donc là, nous aborderons l'écologie, la décroissance. Et en particulier le journal La Décroissance, qui sont des écologistes, je dirais, entre guillemets, gauchistes un petit peu radicaux. Mais en tout cas, réellement décroissants. Ça sera en janvier. En février, nous aurons une causerie d'un membre de l'Académie de Marseille, qui viendra nous parler de Monseigneur de Maslow, qui a été canonisé, qui est un saint provençal. Ça sera donc en février. Et après, c'est un peu tôt pour en parler, mais il est possible qu'on ait une causerie sur le Second Empire. Vous savez que Napoléon III avait soutenu le Mexique pour faire un pendant catholique à l'Amérique protestante. Donc je suis en train de voir avec le souvenir napoléonien qui serait susceptible d'intervenir pour aborder ce thème, mais ce n'est pas encore complètement défini. Voilà donc pour les mois à venir. Pour information, donc, nous sommes sollicités, je vous l'ai déjà expliqué, par pas mal d'endroits. Donc nous intervenons sur Aix. Enfin, on nous demande nos intervenants s'ils peuvent intervenir. Donc je vous l'ai déjà dit, on intervient à Grenoble, on intervient sur Aix, on est sollicité sur Nice. Et là, nous allons nous étendre sur Draguignan. Donc nous allons lancer le Café Histoire sur Draguignan. Et ça sera Antoine Delacoste en novembre. Et ça sera Antoine Delacoste qui nous fera quelque chose sur la situation en Syrie. Sa spécialité, c'est la géopolitique. Voilà, ça c'est pour nos prochaines causeries. Donc là, ce soir, nous avons deux intervenants, deux passionnés d'histoire, dont l'un d'ailleurs a été le professeur de l'autre. Donc je m'écarte pour vous laisser... Imaginez dans quel sens. Voilà, imaginez dans quel sens ça se passe. Voilà, donc en fait, ils vont débattre, mais je pense qu'il va y avoir une certaine complicité. Nous avons affaire à deux convertis. C'est important de le dire. Donc là, c'est un débat qui va avoir lieu entre deux convertis au catholicisme. Ce sont également deux paroissiens de Saint-François de Paul. La différence peut-être, c'est que là, on a un qui nous a aidé, Julien nous a aidé à tenir le bar du Graal et pas encore Alain. Nous allons y réfléchir. Philippe est en train d'y réfléchir. Voilà. Ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'il est probable que dans le débat, nous aurons plus des nuances que des oppositions. Alors, Alain Vignal, il est agrégé, alors j'ai mes antisèches, je ne vais pas me tromper, il est agrégé docteur en histoire, il est enseignant dans un lycée, il a fait une thèse d'histoire religieuse, et il est également recteur des Pénitents Noirs de Toulon. Donc nous avons eu, souvenez-vous,
déjà 2 causeries sur les pénitents, y compris sur les pénitents d'Aix-en-Provence, dont je suis frère. Il est également auteur d'une série d'articles dans le bulletin de Saint-François-de-Paul, une série d'articles sur l'identité et le catholicisme, justement. Voilà, quant à Julien, donc je crois que Julien est également professeur. Il est vice-président donc d'Academia Christiana, qui fait en particulier, entre autres, des universités d'été, et donc vous pouvez voir certaines conférences, il y en a une en ce moment qui est pas mal visionnée avec le père Deblinière, les conférences d'été. Voilà, il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La jeunesse au pouvoir, je fais très court, qui est une critique de la génération 68 par la génération qui l'a suivie, ou pas des générations qui l'ont suivi, parce que 68, ça fait un petit bout de temps. Ça fait un petit bout de temps, c'est un petit peu vieillot, donc ce sont déjà de nobles vieillards. Je sais de quoi je parle, j'en fais partie. Alors, ensuite, son dernier ouvrage, Catholique et identitaire, de la manif pour tous à la reconquête. Donc c'est à l'occasion de la sortie de cet ouvrage que je lui ai proposé, avec l'abbé Loiseau, nous lui avons proposé un débat avec Alain qui avait justement écrit 4 articles sur le sujet. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Chaque intervenant va prendre un quart d'heure, mais plutôt 20 minutes, pour faire sa présentation. Donc ils vont essayer de tenir dans les délais. Alain Vignal commencera, et ensuite Julien suivra. Ensuite, ils débattront, mais comme j'ai dit, de façon plus nuancée que contradictoire, sur un certain nombre de thèmes, où nous pourrons trouver la mondialisation, l'indifférenciation culturelle et sexuelle, le genre bien entendu, et leurs effets pervers. On pourra aborder aussi la fonction de l'histoire et les problématiques de transmission, le devoir de mémoire. On abordera peut-être des problématiques de patrimoine. On abordera, compte tenu de l'actualité sur la Catalogne, j'espère si nous avons le temps, de l'identité régionale, du moins identité régionale versus identité nationale. Et puis, on parlera peut-être de solutions au traitement de l'immigration. Voilà. Donc, je ne sais pas si on fera tout ça, mais en tout cas, nous essaierons. Après, si nous avons le temps, il y aura peut-être quelques questions dans le public. Dans ce cas-là, si nous avons le temps, c'est pas sûr, je crains qu'il soit bavard. Dans ce cas-là, je ferai circuler quelques papiers, je les récupérerai et puis on posera une ou deux questions. Voilà, Alain Vignal, je vous propose de commencer. Merci beaucoup Philippe. Bonsoir tout le monde, mesdames, messieurs. Alors, vous savez qu'il y a un peu moins d'1 an, le monde catholique, en particulier traditionnel, mais pas seulement, a été assez agité par de nombreuses discussions concernant un livre qui est un peu le point de départ, non exclusif bien entendu, mais le point de départ de notre causerie ce soir, le livre polémique d'Erwan de Morédec, Identitaire, le mauvais génie du christianisme, paru aux éditions Le Cerf, donc en janvier 2017. Vous savez sûrement, c'est un blogueur connu pour ses publications sur Internet, qui dénonçait, je cite, la tentation identitaire croissante des catholiques français, selon lui, véritable manipulation menée par les réseaux d'extrême droite. Les réactions de tous bords ont été évidemment extrêmement nombreuses. Donc, en 2 mots, que doit-on penser, nous, catholiques? Tout d'abord, pour poser un peu les enjeux du débat, est-ce qu'il est choquant d'associer catholique et politique, sphère spirituelle et sphère temporelle? Je dirais non. En tout cas, de façon bien comprise, évidemment. Il ne s'agit pas d'appeler officiellement à s'engager pour évidemment tel ou tel parti, une réalité tellement éphémère, on le voit dans toute histoire politique, nous faisons chacun l'histoire, et nous savons que les partis durent beaucoup moins longtemps que l'Église, qui est une réalité incarnée depuis 2000 ans, avec beaucoup plus de continuité que de rupture. Cela ne veut pas dire non plus que le sujet soit interdit. Citoyens des cieux, Philippiens 3, 20, nous n'en sommes pas moins habitants de ce monde. Le père Michel Giton disait que nous avons un double passeport,
Et le pape Benoît XVI signalé en 2006 que l'Église n'est pas, ne prétend pas être une force politique, tout en s'intéressant de près pour le bien commun et la justice, mais les laïcs catholiques ont un rôle majeur à jouer à la lumière de la foi et du magistère et animés par la charité du Christ. Le pape François est encore plus net. Nous, chrétiens, nous ne pourrons pas faire comme Pilate et nous en laver les mains. Nous ne pourrons pas. Nous devons participer à la vie politique, car la politique est une des formes les plus hautes de charité chrétienne. Pourquoi? Parce qu'elle cherche le bien commun. Les laïcs catholiques doivent s'engager en politique. Je passe quelques phrases. Peut-être parce que les chrétiens ne s'impliquent pas dans un esprit évangélique, la politique est devenue sale. Du coup, d'après le pape François, travailler pour le bien commun est un devoir chrétien, et bien souvent, la manière de travailler à cela se fait par la politique. Pour résumer, je termine par une citation de pape François encore en 2015, devant les communautés de vie chrétienne italienne. On peut devenir saint en faisant de la politique. Voilà une bonne nouvelle. On peut devenir saint en faisant de la politique. Reste à savoir comment. Reste à savoir comment on peut s'engager. Alors, si je reviens quelques instants à l'origine de la polémique, vous connaissez peut-être Erwan Moredek, ce qu'on appelle cause de son pseudonyme sur Internet. C'est un avocat de formation qui fait partie de ma génération, 1975, et il s'est lancé sur la toile à l'occasion du référendum sur la Constitution européenne. Vous vous souvenez sans doute en 2005, il avait participé à ce débat. Essentiellement politique, son blog est peu à peu devenu plus religieux à l'occasion des querelles contre Benoît XVI. Il faut rappeler qu'il s'est montré par plusieurs appels à soutenir Benoît XVI, notamment l'appel à la vérité du 31 mars 2010, vous savez, concernant les fameux appels de pédophilie, les fameuses affaires de pédophilie qui ont éclaboussé certains prêtres. Il s'est également opposé au mariage homosexuel en 2013 et il a réagi contre le site internet Gliden, vous savez, qui était spécialisé dans les aventures extra-conjugales. Bon, alors, tout ça pour dire que son blog a une certaine popularité, c'est quelqu'un qui est relativement écouté sur internet, et puis début 2017, il sort ce livre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il s'inquiète de la montée récente du Front National chez les catholiques pratiquants, et surtout chez les non-pratiquants, quelques chiffres à l'appui, issus des différentes enquêtes d'instituts de sondage. Alors, les catholiques qui ont été longtemps peu perméables au thème du Front National, sont de plus en plus nombreux dans les rangs du Front National dans 2014-2015. Évidemment, c'est moins vrai en 2017. On est passé de 9% aux pratiquants réguliers au départemental de mars 2015 à 24% au régional de décembre. Alors, il explique qu'il y a différentes causes à ce phénomène. Le recul quantitatif du catholicisme, qui est devenu, d'après lui, une minorité parmi les minorités. Une réaction exacerbée contre les fameux échecs de la théorie de l'enfouissement, de l'effacement des années 70, une inéluctable perte d'influence de l'Église sur le plan sociétal, mais aussi, rajoute-t-il, une aigreur suscitée par le refus de considération du grand mouvement de la Manif pour tous, sur lequel il reviendra certainement, hein, puisque malgré l'ampleur de ce mouvement assez inédit en France, eh bien, la loi Taubira est quand même passée, vous le savez aussi bien que moi. Ensuite, au fur et à mesure du livre, il cite d'autres causes pêle-mêle, la peur issue d'un flux migratoire inédit, la montée d'un certain communautarisme, etc., etc. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il n'est pas intéressé par les considérations électoralistes, il n'est pas militant politique au sens strict du terme, mais il s'inquiète de, je cite à peu près, l'image que donnerait un catholicisme transformé par sa rencontre avec l'identitarisme. Pour lui, le succès de la tentation identitaire amène la porosité entre le catholicisme et, là je cite, page 12, une idéologie étrangère au catholicisme, parfois même anticatholique, voire néo-païenne. Ainsi apparaît cet absurde syncrétisme entre le paganisme et le catholicisme, créature chimérique d'une religiosité européenne fantasmée. Il continue, le catholicisme identitaire, nouvel antichristianisme, c'est le titre d'une des parties de son livre,
est un catholicisme dévitalisé, subverti, flétri. Allons-nous, chrétiens, pousser la roue de la caucasseuse démoniaque, contribuer à ce grand désastre par notre dérive identitaire? Et ensuite, il termine en disant, le catholicisme identitaire dévitalise, stérilise le christianisme, c'est un christianisme frelaté, il représente même une trahison. Donc vous voyez que les accusations sont extrêmement fortes durant ce livre, qui est assez peu épais d'ailleurs. Alors, du coup, comment peut-on répondre à ce genre de critique? Je pense qu'il y a un certain nombre d'écueils à éviter. Le premier écueil, ça serait de critiquer Erwan Le Moredeck comme anticatholique et anti-identitaire. Il n'est pas du tout anticatholique, je l'ai précisé au début, dans son combat contre le mariage pour tous ou contre les sites d'infidélité officielle. C'est clairement un blogueur qui a assumé sa foi catholique, qui cite les Écritures, qui cite l'enseignement du pape. Donc je pense que ce n'est pas là-dessus qu'il faut le reprendre. Lui-même précise également qu'il est attaché à une certaine forme d'identité. Il cite par exemple le cardinal Bergoglio, par exemple sur le pape François, la patrie est ce qui donne l'identité. Donc attention, ne pas partager l'ensemble des thèses de quelqu'un ne donne pas le droit de critiquer, si vous voulez, l'ensemble de sa pensée. Bon. Ensuite, il faut faire attention aussi du point de vue des médias, qui ont largement opposé l'ouvrage de Coz, paru en janvier 2017, à un autre ouvrage paru quasiment en même temps, de Laurent Dandrieux, rédacteur actuel en chef de Valeurs Actuelles, sur l'Église et l'immigration. Et donc on a voulu de façon un peu médiatique, un procédé médiatique, et là c'est classique, simplifier à l'outrance, en gros le catholique de gauche, le catholique d'extrême droite, c'est beaucoup plus compliqué. Et on remarquera que dans le livre, en réalité, Coz parle très peu d'immigration. Ce n'est pas le sujet fondamental pour lui, c'est les rapports entre catholicisme et identité. Identité d'ailleurs, qui ne définit pas vraiment le sens du mot. Hein. Donc on peut voir qu'est-ce que nous, on pourrait répondre. Alors, si on a bien compris, il faut signaler que pour lui, l'identité, l'identitarisme, comme il évoque plusieurs fois dans son livre, c'est un élément de dénaturation de la religion chrétienne. Alors, pourquoi? Comment on peut lui répondre? Alors, je crois qu'il faut d'abord signaler un certain nombre d'arguments, d'éléments dans son livre qui sont extrêmement excessifs. Lorsque Erwan Le Moredeck cite Alain Escada, vous connaissez sûrement, responsable de l'association Civitas, qui s'est transformée en parti politique il n'y a pas très longtemps, qui est proche de la fraternité Saint-Pie-X. Lorsqu'il cite aussi un rappeur antisémite d'extrême droite, Amalek, un obscur groupuscule issu du Parti nationaliste français, il ne faut pas la une des médias quand même, hein. Je pense que, alors, que l'auteur ne veuille pas avoir sa religion, notre religion, assimilée à divers individus aussi douteux, je pense que tout le monde en est convaincu. Hein. Cela dit, est-ce qu'on peut vraiment résumer les défenseurs de l'identité à ces cas assez extrémistes? Je pense que non. Hein. Est-ce que forcément Alain Escada, Amalek et quelques autres sont les seuls à défendre l'identité? Donc déjà, on a un premier point de rupture avec Erwan Le Moredeck. Bon. Deuxième point, plus grave à mon avis, c'est le caractère unilatéral de la critique qui est dirigée contre certains milieux catholiques. Alors, c'est bien le droit d'Erwan Le Moredeck de critiquer les catholiques qui soutiennent l'identité et de mettre en exergue tel ou tel élément négatif. Cela dit, et là je vais reprendre cette fois-ci Laurent Dandrieux, il est curieux de noter que cette chasse aux cohérences avec l'Évangile, on accuse les catholiques du coup de trahir le message de l'Évangile, ne s'exerce qu'à l'égard de la partie droite de l'échiquier politique, et qu'Erwan Le Moredeck et ses défenseurs semblent rester très indifférents à d'autres incohérences. Pas du tout gênés par exemple par les catholiques qui défendent l'avortement comme un droit fondamental, c'est une polémique aussi assez récente dont tout le monde se souvient, ou par ceux, nous en connaissons tous, qui vont communier le dimanche sans croire à la présence réelle. Ceux-là pourtant ne sont-ils pas en contradiction flagrante avec l'Évangile? Donc effectivement,
un des points négatifs de ce livre, à mon avis, c'est de se limiter à une frange de l'identitarisme catholique qui peut être effectivement dénoncé avec raison, en le plaçant comme l'écueil fondamental que peut rencontrer le catholicisme aujourd'hui, alors même qu'il y a d'autres menaces aujourd'hui contre le catholicisme, de la part de certains qui mettent le dogme à bas, qui oublient un certain nombre de références fondamentales, de valeurs, pour employer un terme très, très à la mode, hein, de notre catholicisme. Donc attention à cette critique un petit peu en sens unique. À sens unique, pardon. Autre point, je dirais aussi qu'on a chez Erwan de Moredec une conception extrêmement pessimiste de la foi chrétienne et surtout la situation de l'Église aujourd'hui. Et ça, c'est assez frappant si on prend la peine de lire le livre dans tous ses détails. Il évoque par exemple l'Église qui perd très rapidement le magistère qui lui reste depuis les années 1960. Il se demande si les paroisses dans lesquelles la pratique reste forte ne serait-elle pas, je cite, trop souvent celle dans laquelle elle est précisément encore teintée de conventions sociales. Autrement dit, la pratique religieuse non seulement est en baisse, mais dans les endroits où elle resterait importante, ce serait uniquement une convention sociale. Le véritable catholicisme, lui, est réduit à peau de chagrin. Alors, là, il oublie évidemment tout ce qui est le problème de la transmission de la foi chez les catholiques de gauche. Tous les catholiques de gauche, on en a parlé lors d'une autre conférence du Café Histoire, qui avaient défendu pendant les années 70 cette fameuse théorie de l'enfouissement, de l'effacement, pour être, on va dire, plus oublié dans la société et arriver à être le ferment d'une nouvelle société, et bien en fait ont échoué à rester fidèles au catholicisme et à transmettre en tout cas la foi aux générations futures. Ça, c'est un fait complètement indéniable. Et donc, lorsque Erwan de Moredec dit que le christianisme, religion de paix, risque d'être dénaturé par le contact avec les identitaires, se pose une question fondamentale. Est-ce que le catholicisme rencontre de nouvelles populations qui s'intéressent à lui pour telle ou telle raison dont on pourra revenir, sur lesquelles on pourra revenir dans le débat postérieur peut-être? Est-ce que ça veut dire que forcément la rencontre se fait au détriment de l'un et pas de l'autre, hein? Or, si on se rappelle un petit peu l'histoire de l'Église, on sait que l'Église a régulièrement ouvert ses portes à de nouvelles couches, de nouvelles populations, dont l'adhésion n'était pas forcément acquise originellement, et qui a permis de christianiser un certain nombre de personnes dans l'histoire. Pensez aux invasions barbares au 5e siècle, hein. Pensez également à la christianisation du monde ouvrier au XIXe siècle avec Frédéric Ozanam et d'autres figures. Donc est-ce que ça veut dire qu'en acceptant des gens dont les origines politiques ne sont pas forcément les nôtres au départ, ou les siennes en particulier concernant Erwan de Moredec, ça signifie que forcément le christianisme allait se dénaturer? Vous voyez, là aussi il y a une question fondamentale. Et je dirais donc que lorsqu'on se pose la question de cette rencontre entre le catholicisme et l'identité, il faut davantage remonter aux sources. Alors, j'évoquais au début de ma petite intervention, qui commence à déjà être un peu longue peut-être, mais le fait qu'Erwan de Moredec mettait en exergue quelques causes, il en oublie d'autres aussi. Il en oublie d'autres. Il oublie par exemple le danger de dilution de l'histoire de notre pays, qui est de moins en moins enseignée, qui est de moins en moins comprise, qui est de moins en moins assimilée aussi. Le développement des campagnes les plus isolées, la mort lente des villes moyennes, qui font que le tissu social se trouve complètement modifié par la mondialisation actuelle, et que du coup, par interférence, si vous voulez, eh bien, l'identité devient une valeur refuge d'un certain nombre de personnes. Valeur refuge pas forcément négative, évidemment. Sur quoi peut-on aujourd'hui s'appuyer pour rester fidèle à l'identité, sinon sur ce qui était pendant des siècles le terreau de l'identité française, c'est-à-dire le catholicisme. Et là, il peut bien y avoir un point de rencontre entre catholicisme et identité. Alors,
sur la nature du catholicisme. Évidemment, le catholicisme est par essence une religion universelle. On ne va pas vous faire un cours de théologie pour le rappeler. Tout le message du Christ l'évoque, lorsqu'il dit que les gens viendront à la fois de l'Occident et de l'Orient dans le royaume des cieux. Lorsqu'il dépasse la religion, la foi du peuple d'Israël. En même temps, ça ne veut pas dire que l'attachement à la patrie, l'attachement à l'identité, sont des choses qui sont complètement mortes dans l'ère du catholicisme. Alors je ne développe pas trop parce que je sais que Julien aura quelques éléments à développer là-dessus, mais il faut se souvenir que dans la somme théologique, dans l'enseignement des papes, on a un certain nombre de choses qui légitiment, par rapport au 4e commandement, sur la fidélité pour honorer son père et sa mère, et bien qui légitime l'attachement à sa patrie, l'attachement à son pays, l'attachement à ses racines. Je cite quelques instants saint Thomas d'Aquin. L'homme est constitué débiteur à des titres différents vis-à-vis d'autres personnes, selon les différents degrés de perfection qu'elle possède et les bienfaits différents qu'il en a reçus. Dieu occupe la toute première place, parce qu'il est absolument parfait et qu'il est par rapport à tous le premier principe d'être et de gouvernement. Mais ce titre convient aussi, secondairement, à nos pères et mères et à notre patrie, desquels et dans laquelle nous avons reçu la vie et l'éducation. C'est pourquoi, après Dieu, l'homme est surtout redevable à ses pères et mères et à sa patrie. En conséquence, de même qu'il appartient à la religion de rendre un culte à Dieu, de même, à un degré inférieur, saint Thomas d'Aquin le précise, il appartient à la piété de rendre un culte aux parents et à la patrie. D'ailleurs, le culte des parents s'étend à tous ceux de la même ascendance, comme le montre Aristote. Or, dans le culte de la patrie, est compris le culte de tous les concitoyens et de tous les amis de la patrie. C'est pour cela que la piété s'étend à cela par priorité. Je ne développe pas plus. Donc, en conclusion, je pense que nous avons suffisamment montré, je crois, les erreurs d'Erwan de Meredec dans sa thèse, qui souligne des questions intéressantes, sans y apporter, à mon avis, les bonnes réponses, se fourvoie aussi parfois dans des débats, à mon avis, un peu stériles, lorsqu'il reprend sur la condamnation de l'Action française de 1926 pour essayer de faire un parallèle avec aujourd'hui. Je crois qu'on n'est pas évidemment sur le même plan. Hein. Et pour finir, j'ai envie de dire qu'on peut parfaitement être catholique et attaché à l'identité. Et j'ai envie, pour terminer, de vous proposer d'éviter un catholicisme hors sol, qui soit détaché de toute référence complètement abstraite. Hein. Vous savez, l'homme abstrait des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est très très bien, mais si on relit la Déclaration universelle, la déclaration de 1789, des droits de l'homme et citoyens, on a un homme qui se trouve tout détaché de toute contingence matérielle. Et cet homme-là n'existe pas vraiment. Hein. Et à la place, je vous propose un catholicisme, alors peut-être pour ne pas dire identitaire, implanté. Un catholicisme implanté, qui soit fort de ses racines, qui soit fier de porter des branches, des feuilles, et je l'espère bien, des fruits aussi. Merci. On va à peu près respecter le délai. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que nos amis de la librairie de l'Enfant Jésus ont amené, bien entendu, des ouvrages de Julien et que vous pourrez les acheter et vous les faire dédicacer. Julien a obtenu une très belle préface de l'abbé Guillaume de Tanoir. Donc vraiment, vous pourrez vous le procurer auprès de nos amis qui sont là. Pardon, Julien. Merci Philippe. Alors, j'aimerais commencer par un avertissement. Mon livre ne s'intitule pas « Catholique identitaire », mais « Catholique et identitaire ». C'est très important, puisqu'il ne s'agit pas pour moi d'essayer de vous démontrer que la conséquence politique obligée, la conséquence politique obligée de la foi catholique serait l'engagement identitaire. Je pense qu'un bon chrétien n'est pas plus identitaire qu'autre chose, même si l'évangile n'est pas politiquement neutre, évidemment. Il est d'abord bouillonnant de foi, de charité et d'espérance. Alors, le point de départ de mon ouvrage, c'est la Manif pour tous. J'aimerais revenir sur l'une d'entre elles. Le 2 février 2014, en tête de cortège de la Manif pour tous, il y avait une banderole avec un message écrit en arabe, en lettres arabes. Les Français musulmans disent non au mariage homosexuel. Les
femmes entièrement voilées, tenaient la banderole, en tête de cortège. À cette époque, depuis 2 ans, l'un des porte-parole de la Manif pour tous, c'est Kamel Béchik, président de l'association Fils de France, qui se dit à la fois musulman et patriote français. C'est le mot d'ordre de cette association, sauf que Kamel Béchik est aussi membre de l'UOIF, l'émanation française des frères musulmans, organisation classée terroriste dans plusieurs pays. À ce moment de la Manif pour tous, en 2014 en particulier, il y avait un peu une mode au sein d'une partie de la droite et du monde catholique, mais une mode assez large, qui allait de Christine Coutin à des catholiques très conservateurs. C'était de dire qu'il fallait faire, je cite, l'union des croyants, le front de la foi entre les chrétiens et les musulmans, face au laïcisme athée, face à la remise en cause des fondamentaux anthropologiques, donc de l'humanité, donc à ce qui définit intimement l'homme, donc une sorte d'union sacrée. Et en 2016, un tweet de la Manif pour tous, donc un message sur Twitter le 23 septembre, à la mosquée de Nantes, tractage massif, accueil très positif. Donc, ça faisait partie d'une stratégie globale. Il faut savoir que cette mosquée en question est une mosquée UOIF financée par le Qatar. Donc au moment même où les Français opèrent un réveil identitaire face à l'immigration et à l'islam, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, considérant qu'il y a trop d'immigrés en France et que l'islam est incompatible avec notre identité, c'est ce qui ressort de tous ces sondages, des leaders catholiques et une partie de la droite viennent leur dire « Rendormez-vous, la société multiculturelle se porte à merveille, on peut tous vivre ensemble parce qu'on a un ennemi commun ». Donc je crois que l'erreur fondamentale de la Manif pour tous et d'une partie de ces leaders catholiques, c'est de ne pas avoir compris que la loi Taubira, la GPA, PMA, la théorie du genre ne sont qu'une facette d'une idéologie et d'une dynamique beaucoup plus large, que dont Gérard Calvé, fondateur de l'abbaye Sainte-Madeleine du Barou, appelait l'hérésie mondialiste. Alors pourquoi hérésie? Hérésie, vous le savez, c'est une erreur, c'est une mauvaise interprétation du christianisme, étymologiquement. Hérésie parce que le mondialisme est une caricature de l'universalité chrétienne, qui unit dans la foi, par la prière et les sacrements, là où le mondialisme, lui, uniformise tout l'être humain en faisant table rase de tout ce qui le définit intimement et le différencie de son voisin. Je vous renvoie à ce que disait le pape François, des mots très forts en novembre 2013. Il dénonce une menace qui parcourt le monde, celle d'une mondialisation de l'uniformité hégémonique caractérisée par la pensée unique, à travers laquelle, au nom d'un progressisme infantile, ces mots sont forts, on n'hésite pas à renier ses propres traditions et sa propre identité. L'unité ne signifie pas uniformité politique, économique, culturelle ou de pensée. Toute unité authentique vit de la richesse de ses diversités. Benoît XVI, à l'époque cardinal Ratzinger, l'homme ne peut pas établir par lui-même l'unité du monde, car la division, référence à la tour de Babel, lui est imposée par la volonté souveraine de Dieu. Cette unité n'est pas une tâche politique qu'il faudrait entreprendre, mais une espérance eschatologique, relative à la fin du monde, dont la réalisation appartient à Dieu en dernier ressort. Donc c'est très clair, l'universel chrétien n'est pas une idéologie universaliste. Alors, pourquoi parler de cette fausse, de ce faux universalisme dévié, caricaturé? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un combat total à mener contre le mondialisme. Et à ce titre, parlons un peu de la théorie du genre. La théorie du genre considère qu'à la naissance, vous le savez, il n'y a pas d'homme ou de femme, il n'y a que des individus, libres et égaux en droit, comme le précise le catéchisme républicain, qui devraient pouvoir choisir, être un homme ou une femme, parce que homme ou femme ne seraient que des constructions sociales arbitraires. L'idéologie multiculturelle, la caution morale de l'immigration, dit exactement la même chose. Il n'y a pas de Français, il n'y a pas de Marocains, de Portugais, il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas d'Africains, puisque comme le dit Jacques Attali, les nations ne sont que des hôtels, donc on peut passer d'un hôtel à un autre, et donc on pourrait choisir son identité, être français, et puis ensuite changer d'avis, etc. Comme on pourrait changer entre guillemets de genre, c'est-à-dire d'identité sexuelle, dans la rhétorique de la théorie du genre. Donc vous voyez bien qu'il y a une unité de la pensée. Cette unité, à mon avis, elle n'a pas été prise en compte par la direction de la Manif pour tous et par de nombreux leaders catholiques à cette époque. On est passé, à mon avis, à côté du combat essentiel. Parce que quand on prétend lutter contre les projets de loi anti-famille, côte à côte avec des musulmans qui nous sont présentés comme des Français à part entière, on fait sortir le mondialisme par la porte et on le fait revenir par la fenêtre. Parce qu'on nous explique que ceux-là sont des Français comme les autres, éludant complètement le problème posé par la présence massive de ces immigrés extra-européens musulmans en France. Problème qui, en plus, secoue largement
tous les gens qui ont marché aux côtés de la Manif pour tous. Donc décalage total entre la direction et, à mon avis, la base. Quand on défend l'altérité homme-femme, mais que l'on nie l'altérité européen, africain, européen, asiatique, ce que vous voulez, quand on parle de la filiation parent-enfant, mais qu'on nie l'idée que l'identité soit justement le fruit d'une filiation, d'un héritage, eh bien on nourrit le mondialisme. Vous comprenez que le mondialisme est un hydre de Lerne, ce monstre de la mythologie grecque, qui a ce pouvoir de faire repousser tête après tête à chaque fois qu'on en coupe une. Non, le mondialisme, il faut porter le feu au cœur de cette bête pour la battre. Donc soyons cohérents en tant que catholiques et luttons contre tous les genders, toutes les théories du genre. Donc face à une menace anthropologique donc, qui touche vraiment l'humain au cœur global, il ne s'agit plus d'être seulement écologiste, défendre la terre et le sol, la faune et la flore, être régionaliste, on reparlera peut-être de la Catalogne, même si les Catalans estiment être une nation, il ne suffit pas même d'être nationaliste ou d'être entre guillemets familialiste, donc là je fais référence à la Manif pour tous, mais d'unir ses colères au sein du combat identitaire. Car en défendant notre identité dans toutes ses parties constitutives, chaque mot compte, nous défendons la création de Dieu. Donc j'insiste, ce n'est pas qu'un combat politique, et a fortiori ce n'est absolument pas qu'un combat électoral, mais un combat anthropologique de fond. Alors, on en vient au cœur du sujet, qu'est-ce qu'un identitaire? D'abord, c'est un mot. Juste ton livre. D'abord, c'est un mot à la mode. Le blog politique Rue 89, qui est proche du Nouvel Observateur, parle d'une nouvelle génération de prêtres identitaires. Et le sous-titre de l'article, ou le titre, je ne me rappelle plus, c'est Jeunes prêtres cool d'une église dure, les prêtres identitaires. Donc référence à l'abbé Grosjean et à d'autres abbés très médiatiques et qui étaient en pointe à ce moment-là. Ensuite, j'ai lu dans la presse quotidienne régionale du Poitou que l'élevage de chèvres était appelé production identitaire, donc typique d'un terroir. Dans le journal Le Monde, un article, le nouveau marché des bières identitaires, les bières artisanales, brassées localement. Dans le magazine Le Var, conseil départemental du Var, la marque Le Petit Français du Sud est qualifiée d'identitaire. Et puis le Puy du Fou a été qualifié récemment par une députée socialiste de parc d'attractions identitaire. Donc tout cela est révélateur d'un mouvement de fond. On voit bien que face à un univers quotidien de plus en plus aseptisé et artificiel, celui de la société de supermarché dans laquelle nous vivons, les Français mènent une quête de racines qui est, au-delà de cette quête, une recherche de sens, véritablement. Et ça touche particulièrement ma génération, génération déracinée, génération spoliée d'un héritage civilisationnel par la génération 68 et ses laquais serviles au sein de ma génération. Parce que fondamentalement, comme le disait Simone Veil, un philosophe, le déracinement déracine tout, sauf le besoin de racines. Alors, il était évident que tôt ou tard, cette recherche de sens prenne une forme politique. Il y a une affirmation politique identitaire, c'est-à-dire, non pas une doctrine nouvelle, il n'y a pas d'identitarisme, ça n'existe pas. Mais il y a des gens qui ont eu l'intuition que désormais le combat n'était plus seulement d'essayer de conserver ou de récupérer la souveraineté politique de l'État français, face à l'Union européenne, l'OTAN, etc., mais de défendre la substance même de la France, la nation française, donc son peuple. Alors ce sont les réflexions du Grèce dans les années 70, groupement de recherche, d'études et de civilisation sur l'Europe, alors mouvement clairement néo-païen. Cela dit, historiquement, dans l'histoire des idées en France, au sein de la droite, on observe que c'est le Grèce qui a contribué à lancer cette dynamique identitaire. Le Club de l'Horloge dans les années 70, avec le livre La Racine du futur, et puis surtout la revue Identité au début des années 90, qui rassemblait des auteurs athées ou païens, comme Jean-Yves Le Gallou, Pierre Vial, très virulent dans son néopaganisme, et d'autres, très catholiques, comme Bruno Gollnisch, que je ne présente pas, Pierre Gourinard, qui est intervenu le mois dernier ici même, ou Bernard Anthony, cofondateur du pèlerinage de Chartres. Ces gens, dans une revue donc qualifiée Identité, défendaient, je cite, l'identité européenne et chrétienne de la France. Être identitaire, c'est donc non pas une doctrine, non pas un système de pensée, comme le marxisme, mais d'abord une prise de conscience. Ce n'est pas seulement la souveraineté de l'État français qu'il s'agit de défendre, mais l'identité, même la substance de la nation française. Je cite notamment Nicolas Dupont-Aignan, tout récemment, qui a déclaré, et c'est assez courageux de sa part, et peut-être un peu inattendu, « Mon pays est en train d'être colonisé économiquement », il fait référence à toutes les OPA lancées sur les entreprises françaises, « culturellement, migratoirement,
c'est un pays qui est en train de disparaître. Fin de citation, et moi je rajouterais, victime du grand remplacement. Aujourd'hui, selon Jean-Paul Gourevitch, l'auteur de L'émigration pour les nuls, vous savez, dans la collection Les Nuls. D'ailleurs, c'est amusant de voir qu'il a réussi à se faire hésiter là-dedans. Il explique qu'il y a un habitant sur 5 de ce pays qui est d'origine étrangère. La majorité, évidemment, d'origine extra-européenne et de religion ou de culture musulmane. Sachant que ces chiffres ne tiennent pas compte de la troisième génération. C'est-à-dire qu'au sens statistique, c'est uniquement la première génération, donc les immigrés, ce qu'on appelle les immigrés, sur le site de l'INSEE, vous pouvez vérifier, et les descendants d'immigrés, c'est-à-dire les fils d'étrangers, c'est-à-dire les fils de ceux qui sont nés étrangers à l'étranger. Le Marocain né au Maroc, et la nationalité marocaine quand il arrive en France. Donc dès la troisième génération, par la magie du droit du sol, donc miracle par lequel un crocodile né dans une étable devient une vache, on perd toute trace de la réalité de l'immigration de masse. Donc un habitant sur 5, c'est une sous-évaluation de la réalité. Alors, on peut comparer ce chiffre à un autre. Les grandes invasions, 5e siècle après Jésus-Christ. Selon l'historien démographe Jacques Dupaquier, il y a environ 50 000 barbares qui ont traversé la Gaule, sur une population, c'est dur à estimer, donc il prend une fourchette large, de 8 à 12 millions de Gallo-Romains. Donc les grandes invasions barbares en Gaule, c'est un habitant sur 240. Le grand remplacement aujourd'hui, c'est un habitant sur 5. Donc, cette prise de conscience identitaire, c'est aussi, naturellement, que toute société multiculturelle est par définition multiconflictuelle, nous le voyons tous les jours. Il n'y a pas de bien commun sans homogénéité, sans unité culturelle. Et donc, le mot d'ordre des identitaires, et je précise quand je dis identitaire, c'est au sens large, hein, identitaire avec un I minuscule, je ne fais pas uniquement référence aux membres du mouvement génération et identitaire, c'est à mon avis une tendance qui traverse largement une partie de la droite. On peut trouver des identitaires au FN, à l'Action française et non encartés. Donc face au mondialisme, il faut semer de l'enracinement, disent les identitaires, au sens large, et selon Guillaume Luit, fondateur, lui, des identitaires en 2002, ancien de l'Action française, semer de l'enracinement selon un patriotisme qui est, selon lui, un attachement charnel à notre terre, et que nous osons affirmer triple, régional, c'est la patrie charnelle, français, c'est la patrie historique, européen, patrie civilisationnelle. C'est le principe de subsidiarité, en fait. L'identité nationale française, c'est un système de poupées russes, avec des identités provinciales qui s'insèrent dans cette France, communauté historique, et selon Éric Zemmour, condensée d'Europe. Et puis selon aussi, évidemment, Jacques Mainville, on connaît sa fameuse phrase au début, en introduction de l'histoire de France, où il explique que la France n'est pas une race, c'est une nation, mais attention, il faut lire la phrase jusqu'au bout. C'est un condensé de quoi? De Celtes, de Cimbres, de Teutons, etc. C'est pas un mélange de Romains, de Celtes, de Berbères de Kabylie et de Wolofs du Sénégal. Donc il y a bien un fondement ethnique européen à la France, c'est indiscutable. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec la foi catholique? Eh bien, beaucoup de choses. Le christianisme, vous le savez, ce n'est pas ce boubi-boulga commercial qu'on nous vend à la télévision et ailleurs. C'est une religion qui nous enseigne que, pour parler aux hommes, Dieu utilise, il continue d'utiliser le canal privilégié de la nation. C'est depuis la promesse faite à Abraham, je vous renvoie au livre de la Genèse, je te donnerai une descendance nombreuse comme les étoiles, et un peu plus loin, et à tes enfants et aux enfants de tes enfants, ce pays entre le grand fleuve d'Égypte et l'Euphrate. Dieu choisit et même façonne, il crée lui-même de ses mains son peuple, les Hébreux. Donc, l'Ancien Testament, c'est une affirmation peut-être un peu téméraire, mais c'est une épopée identitaire, évidemment pas au sens politique, mais fondamentalement c'est cela. Quand on nous dit les Hébreux, c'était entre guillemets des migrants, mot qui ne veut rien dire puisque ce sont pas des migrants, c'est des immigrés clandestins. Après ils ont de bonnes raisons ou pas d'être là, ça c'est un autre débat, ils ne sont pas des migrants. Les Hébreux seraient donc des migrants. Mais non, c'est les propriétaires d'une terre qui leur a été promise et qu'ils veulent reconquérir, dans laquelle ils veulent s'enraciner. Ils ont une légitimité sur une terre qui leur a été promise. C'est pas du tout des migrants. D'ailleurs, je vous renvoie à quelque chose qui est peu connu, Charles Martel. Martel, ça vient pas seulement du marteau, puisqu'on dit qu'il aurait écrasé comme un marteau les Arabes à 732. Ça vient aussi de l'hébreu Makaba, qui signifie marteau, et qui fait référence à Judas Maccabée, un héros juif du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui a sauvé son pays des Gréco-Syriens qui tentaient d'imposer le paganisme aux Hébreux. Il a mené
une guerre pour la liberté religieuse, à l'image du Christéros, et une guerre de libération nationale. Il a fondé le dernier, enfin ses descendants, ceux qui ont repris le flambeau, le dernier royaume hébreu indépendant. C'est intéressant comme exemple. D'ailleurs, dans le livre des Maccabées, c'est les 2 derniers livres de l'Ancien Testament. Il nous est dit que Antiochus IV, le roi de Syrie à cette époque, voulait, je cite, ah voilà, c'est le texte c'est le texte dans le premier livre des Maccabées. Le roi écrivit à tout son royaume l'ordre de former tous un seul peuple et d'abandonner chacun ses propres coutumes. C'est intéressant. Et la réponse que fait Judas Maccabée, là aussi c'est dans le premier livre des Maccabées, l'ennemi combat pour le butin. Alors, c'est pas exactement les termes de la Bible, mais c'est ce qu'il dit. Mais nous, c'est dans le premier livre des Maccabées, chapitre 3, nous combattons pour nos vies et nos coutumes. Est-ce que ça ne vous fait pas penser au discours de Charette qui disait notre identité, notre France, c'est notre terre, nos hôtels, nos tombeaux, nos églises, alors que eux, leur France, c'est une idéologie, propos des révolutionnaires français. Donc, vous voyez bien que l'idéologie mondialiste est quelque chose qui traverse l'histoire. On peut parler du dogme de l'incarnation. Dieu fait chair en Jésus-Christ. Jean-Paul II nous dit, dans Mémoire et Identité, ce mystère, fondement de l'Église, appartient à la théologie de la nation. C'est un mot très fort, théologie de la nation. Ça, c'est quelque chose qui ferait hurler à Le Morélec, avocat d'affaires parisien. Dont Gérard Calvé, fondateur de Sainte-Madeleine de l'abbaye Sainte-Madeleine du Barreau, à nouveau, qui ainsi commente ce mystère de l'incarnation. Le Christ est un homme-dieu qui a grandi relié à une terre, à une religion, à une race, à un travail d'artisan, à une petite patrie qu'il a regardée, arpentée, qu'il a aimée avec tendresse et sur les malheurs de laquelle il a pleuré. Parce que oui, le Christ a pleuré sur Jérusalem, c'est dans l'évangile selon saint Luc. Il dit il ne restera plus pierre sur pierre de toi. Il fait référence au saccage de la ville en 70 après Jésus-Christ par les Romains. Et c'est très intéressant, Pie XII commente ce passage dans Summi Pontificatus, une encyclique parue en 1939. Le divin maître, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ, donna l'exemple de cette préférence envers sa terre et sa patrie. Donc vous voyez que le patriotisme, c'est par nature une prédilection. C'est le terme qu'emploieront tous les papes au XXe siècle. Prédilection, c'est synonyme de préférence. C'est par nature une préférence. On pourrait même dire c'est par nature une discrimination. Il y a un choix qui est opéré. C'est même pas un choix, c'est une obligation morale. On aime sa mère, on aime sa patrie comme on aime sa mère, avec toutes ses imperfections. Donc vous le voyez bien, la préférence nationale est une vertu chrétienne, à condition de bien la comprendre. Puisqu'à une époque où on distribue la nationalité à n'importe qui, moi je ne me sens aucun devoir de charité prioritaire à l'égard d'un Jamel Debbouze, qui passe sa vie à cracher sur la France alors qu'elle lui a tout donné. A l'inverse, je me sens beaucoup plus proche de Luciano Pavarotti, qui est à mon avis un véritable Européen et qui est plus français que Jamel Debbouze. Donc cette préférence nationale, évidemment, il faut l'adapter aussi aux enjeux actuels, et je préfère parler donc de préférence identitaire. Donc, à l'image de cette préférence dans l'amour pour sa patrie, il y a une préférence dans la charité. C'est le 4e commandement. Honore ton père et ta mère, donc, nous dit le catéchisme, ta patrie, tes parents, enfin ta famille, etc. Et alors là aussi, on retrouve dans la tradition chrétienne des mots très forts et sans aucune équivoque. Saint Paul, dans l'épître à Timothée, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. C'est une bonne leçon pour nous aujourd'hui. Saint Augustin, comme tu ne peux être utile à tous, tu dois surtout t'occuper de ceux qui, selon les temps et les lieux ou toute autre opportunité, donc on n'est pas seulement dans la définition stricto sensu nationale ou politique de la charité, tous ceux qui donc te sont plus étroitement unis comme par un certain sort. C'est très clair. Saint Thomas, nous ne sommes pas tenus d'être poussés par affection envers l'étranger. Si ce n'est peut-être selon le temps ou le lieu, parce que nous le voyons en quelque nécessité d'où il ne pourrait être secouru sans nous. Cela nous montre bien que cette priorité dans la charité n'est pas une exclusivité. Il ne s'agit pas d'aimer et d'aider uniquement les nôtres, mais de faire passer les nôtres en premier. C'est la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain qui aide, qui soigne l'habitant de Jérusalem blessé en le rencontrant sur le chemin. Et en général, Erwan Le Morélec et d'autres interprètent très mal cette parabole. Ils nous disent, mais voyez, c'est l'exemple que notre prochain, en fait, c'est l'autre, quel qu'il soit. Eh bien non, parce que la question posée par le Christ, elle est très claire. Il dit, quel est le prochain de l'habitant de Jérusalem? Quel est son prochain? Évidemment, c'est celui qui l'a aidé. Il ne dit pas, quel est le prochain du bon samaritain? Le prochain du bon samaritain, c'est un autre samaritain. Mais dans ce cas précis, le prochain de l'habitant de Jérusalem, c'est celui qui l'a aidé. Et on comprend très bien cette parabole par le contexte historique et religieux de l'époque.
c'est que face à des Hébreux, ou une partie d'entre eux peut-être un peu trop fermés sur une application rituelle et stricte de la loi, le Christ rappelle que quand même la charité à la base s'applique à tout le monde. Donc il fait un rappel. Déjà, la loi de l'ordre dans la charité, elle demeure. Il y a une règle générale et des exceptions. Des exceptions qui est toutefois nécessaire, indispensable évidemment, de rappeler. En quelque sorte, pour schématiser, la charité chrétienne, c'est les nôtres avant les autres. Sainte Geneviève a préféré les Gaulois aux Huns. Sainte Jeanne d'Arc a préféré les Français aux Anglais. Le bienheureux Marco d'Aviano ou Saint Jean de Capistran ont préféré les Européens aux Turcs. Donc, je crois que nous avons dans notre spiritualité, dans l'enseignement traditionnel de l'Église et dans notre histoire tout simplement, l'ensemble des aliments nécessaires pour nourrir notre combat identitaire. Pourquoi je dis cela? Parce que je crois que les catholiques sont parfois un peu trop timorés en face d'arguments assassins, selon lesquels nous ne serions pas de bons chrétiens parce que pas assez charitables, pas ouverts à l'autre, etc. Et du coup, parfois on n'ose pas répondre sur le terrain de la foi. Et on fuit sur le terrain purement politique, du pragmatisme, en disant « Oui, ok, la charité est universelle, d'accord, il faut tendre la joue quand on reçoit une baffe, mais bon, il faut quand même garder la réalité en tête, être de bon sens, on ne peut pas tous les accueillir, etc. » en parlant des immigrés, mais je pense que ça ne suffit pas. Quand on est attaqué sur le terrain de la foi, il faut aussi savoir répondre sur le terrain de la foi, et montrer qu'il n'y a aucune incompatibilité entre notre foi et nos idées politiques. En cela, le combat identitaire est l'occasion d'approfondir notre foi. Alors, si comme le disait Pie XII, le pape Pie XII, le chrétien ne le cède et ne peut le céder à personne, c'est une proclamation martiale, hein, ne le cède et ne peut le céder à personne, dans l'amour et dans la fidélité véritable à sa patrie terrestre, je ferme la citation, alors je crois que les catholiques doivent être en première ligne face au mondialisme, et ce mondialisme explose littéralement le clivage droite-gauche. Il y a des champs, aujourd'hui, occupés uniquement par des militants de gauche qui sont éminemment identitaires et qu'on doit se réapproprier. Donc on ne doit pas rester cantonné, comme on nous en fait parfois le reproche, excessivement ou non, je pense en partie à raison, aux problématiques de mœurs, et donc être politiquement finalement hémiplégique, mais s'engager dans une reconquête globale à partir du local. C'est à mon avis le niveau pertinent d'action aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le niveau national, les deux faits nous l'avons vu, il ne sortira à mon avis jamais rien de bon ou de vraiment satisfaisant d'une élection présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'il faut cesser de s'y intéresser et même cesser de s'y présenter, puisque le national est toujours une vitrine, un relais pour l'action locale. Donc il faut avoir une vision équilibrée des choses quand même. N'empêche que c'est au niveau local qu'on change les choses. On en reparlera certainement dans les questions après. Il faut, comme le disait Benoît XVI, créer, ce sont ces termes, hein, créer des îlots, des oasis et des grands terrains de culture catholique où nous pourrions vivre le dessein du Créateur. Il ne s'agit pas de refuges obscurs, mais de bases de la reconquête, des replis stratégiques pour aller dans le monde et ne pas le fuir, pas du tout. Il faut donc rejeter la mondanité, retrouver la communauté et être de tous les combats pour refonder la cité. Comme je le disais tout à l'heure, ces combats peuvent être très larges. Moi je souhaiterais qu'il y ait plus de catholiques, plus d'identitaires, plus de patriotes, par exemple à Notre-Dame-des-Landes, pour défendre la terre face aux grands projets inutiles, et à celui-là en particulier de création d'un deuxième aéroport à côté de Nantes. Je rappelle quand même que sur le Larzac, il y avait des catholiques qui défendaient la terre, le clergé local défendait la terre, défendait les paysans, et il y avait des militants gauchistes. On n'a parlé que des militants gauchistes, mais à la base de Larzac, c'est un serment, il y a un très beau reportage, un documentaire là-dessus, c'est un serment passé entre plusieurs paysans, nous ne vendrons jamais nos terres. Jamais, nous le promettons. Voilà, c'est ça la base du Larzac, c'est un combat identitaire. Contre ce projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, contre la LGV avec les viticulteurs varois, évidemment contre le travail dominical. Il est quand même problématique que nous soyons plus nombreux contre la loi Taubira, 1 million, que contre le travail dominical. D'ailleurs, je pense que nous avons été zéro globalement dans la rue à ce moment-là. Il n'y a pas eu de mobilisation catholique. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire sous une manière catholique, je ne le pense pas. Donc, on n'a pas été vu dans les rangs des manifestants. C'est quand même un problème. On ne peut pas être crédible vis-à-vis des Français. La France n'est malheureusement plus une chrétienté. On a Français complètement déchristianisés. Si on est plus nombreux contre la loi Taubira, c'est une loi évidemment scélérate, il fallait lutter contre, continuer dans la mesure du possible de combattre si c'est encore possible, mais ça ne concerne pas tous les Français, le mariage homosexuel, enfin la dénaturation du mariage. Le travail dominical, ça concerne tout le monde aujourd'hui. Dans de plus en plus de contrats de travail, si on ne travaille pas le dimanche, on n'accepte pas de ce boulot-là, eh bien, on n'a plus qu'à aller pointer au chômage. Voilà. Contre évidemment le saccage social organisé en ce moment par les lois Macron. Alors je sais, on a tendance, par réaction au gauchisme et à l'ultra-gauchisme des syndicats, de dire non, mais il faut liquider tout ça, etc. Peut-être, il n'empêche que la donne a changé.
Il y a une mondialisation qui traverse les frontières, qui saccage ce territoire, qui délocalise beaucoup d'entreprises, qui ruine des régions entières, et je suis désolé de le dire, même si je ne partage pas leur idéologie, les syndicats sont l'un des derniers boucliers des travailleurs français. Il faut quand même l'acter, ça. Donc il faut être là aussi en première ligne contre ces lois sociales. Évidemment contre le tsunami, l'ouragan migratoire, qui dure depuis 40 ans, ça n'a pas commencé il y a 3 ans hein, de la crise migratoire. Contre les traités de libre-échange, qui transforment les nations en grandes zones économiques, en supermarchés, littéralement. Donc défendre et rebâtir ce qui fait notre identité propre, ce qui doit aussi commencer au niveau personnel et familial. Quelques pistes que j'évoque très rapidement dans mon livre, enfin un peu plus dans mon livre, ici même. Rejeter autant que possible l'alimentation industrielle qui nous empoisonne, être des identitaires aussi dans l'alimentation, devenir des locavores, bannir les écrans de nos foyers, se préparer demain peut-être à un risque d'affrontement civil. Oui, se préparer à tous les niveaux, dans le choix de notre métier, de notre lieu de vie, etc. Apprendre autant que possible aussi à se soigner en dehors du système des vaccins, en dehors de l'industrie, acquérir des rudiments de connaissances de langue régionale, de cuisine et d'histoire au pluriel locale. Ça c'est très important. Je crois que cela qui vous paraît peut-être évident, à mon avis, n'est pas assez mis en application par les catholiques. Et je m'inclus totalement d'ailleurs dans cette critique. On n'est peut-être pas assez enraciné. Parce qu'on fait parfois partie de familles dont les parents ont eu un métier, alors on bouge, etc. Et on s'enracine assez peu. On est dans une culture très française, très chauvine, et parfois à mon avis pas assez locale. Alors que voilà, une conception équilibrée à mon avis de l'identité, c'est celle qui consiste à dire, comme le disait Frédéric Mistral, et Charles Maurras, qui était un fait libre, donc un disciple de Frédéric Mistral initialement, que la petite patrie, c'est l'école du patriotisme. C'est le plus évident, parce que nous sentons, nous voyons la patrie par nos 5 sens, en regardant autour de nous, en sentant les odeurs des herbes de Provence, etc. La patrie, l'amour de sa patrie, le patriotisme commence là. Il faut donc opérer un réenracinement intégral, et cela doit être comme une entrée en religion. Il faut faire notre conversion identitaire. Évidemment, remettre chaque chose à leur place, le culte de Dieu est toujours premier. N'empêche que saint Thomas le dit bien, il faut aussi rendre un culte à la patrie. Culte secondaire, mais un culte à la patrie, donc un amour brûlant de tous les jours, et mis en application dans notre vie. Il faut véritablement, je crois, être des moines soldats de cet enracinement. Et donc, je finis juste sur l'aspect politique et je vais conclure. Jacques Maritain a eu une phrase, à mon avis, malheureuse. Plus que de châteaux forts dans les terres, nous avons besoin d'une armée d'étoiles, de chrétiens jetés dans la société qui agissent individuellement. Et plus de châteaux forts, c'est plus de bastion politique. C'est une erreur. Il n'y a pas d'opposition à créer ici. Ça, c'est un peu du gramscisme mal compris. Gramsci, c'était un communiste italien qui disait on va faire la conquête des cœurs, la conquête des esprits, et après on va conquérir la politique. Mais ce que dit Gramsci, enfin ce qu'il est plutôt à l'époque, c'est le secrétaire général du Parti communiste, quelqu'un qui veut conquérir le pouvoir. Donc il ne se contente pas de dire on va monter des groupes d'Europe communistes et puis on va gagner l'Italie comme ça. Non, c'est conquérir la culture. N'empêche que si on n'a pas des relais politiques des maires qui nous sont sympathiques, on ne va jamais organiser de concerts, on ne va jamais organiser de conférences. Voilà, il faut du réseau local, mais il faut des relais politiques, c'est pour cela qu'il faut être partout. Et comme le disait le pape François, Benoît XVI et Jean-Paul II, la politique est la plus haute expression de la charité parce qu'elle vise le bien commun, c'est-à-dire le bien de tous. Alors, en définitive, comme le dit Benoît XVI, les nations ne doivent jamais accepter de voir disparaître ce qui fait leur identité propre. C'est ça, à mon avis, le mot d'ordre de la conversion identitaire que nous devons engager. Et c'est ainsi que les bénédictins au VIe siècle sont devenus les instituteurs de l'Europe. C'est pas en se contentant de prier et de distribuer des leçons de morale, c'est en travaillant, c'est en occupant la terre. Et ça, c'est le grand message d'un bénédictin de notre époque, auquel je me réfère souvent, c'est Don Gérard Calvé, et je conclurai là-dessus. La croix qui est plantée depuis 13 siècles sur une terre chrétienne, cette croix représentant la religion catholique avec ses institutions, ses coutumes, ses familles, ses églises, ses écoles, cette croix ne sera efficacement défendue et sauvée que si l'on défend la terre qui la supporte.